Tac. Le cours de physique numéro 4 est le premier cours de physique de thermodynamique, qui est une branche de la physique qui permet d'étudier les échanges d'énergie entre un système et son environnement extérieur. Donc, dans ce chapitre, on va introduire toutes les notions qui sont nécessaires pour la compréhension des différentes lois qui régiront la thermodynamique. Et avant tout, on va définir ce qu'on appelle le système thermodynamique, chose qu'il faudra toujours faire en début d'exercice sur le sujet. Un système thermodynamique, c'est un corps ou un ensemble de corps qui sont séparés du milieu extérieur par une surface fermée qu'on appelle aussi une surface de contrôle. Selon que notre système réalise ou non des transferts d'énergie et de matière à travers cette surface de contrôle avec l'extérieur, eh bien, ça va donner lieu à trois types de systèmes qui seront les systèmes isolés, fermés ou ouverts. Un système isolé, c'est un système qui n'échangera ni matière ni énergie avec le milieu extérieur. Un système fermé, lui, pourra échanger de l'énergie avec l'extérieur. Par contre, n'échangera pas de matière avec l'extérieur. Et enfin, vous avez la troisième variante, les systèmes ouverts qui, eux, peuvent échanger et de la matière et de l'énergie avec l'extérieur. On va donc voir ça dans une première application qui s'appelle l'application numéro 2, mais c'est pas grave. On vous demande dans les trois exemples qui suivent d'identifier le système thermodynamique le plus naturel, de repérer ce qu'on appellerait donc la surface de contrôle qui le délimite de l'extérieur et d'indiquer si ce système est isolé, fermé ou ouvert. Prenons l'exemple d'une bouée. Qu'est-ce qu'on peut étudier dans une bouée? Ben, c'est simplement l'air contenu dans cette bouée, donc les molécules de dioxygène et de diazote principalement qui sont présentes dans cette bouée. Qu'est-ce qui est cette surface de contrôle à ce système? C'est-à-dire qu'est-ce qui sépare l'air contenu de la bouée de l'extérieur? Bah, c'est tout simplement l'enveloppe de caoutchouc de la bouée. Et est-ce que notre air contenu dans la bouée est un système isolé, fermé ou ouvert? Bah, imaginons que notre bouée ne soit pas crevée et restons dans cette hypothèse pour la suite. Si notre bouée n'est pas crevée, l'air contenu dans la bouée ne va pas s'échapper et sa quantité va rester constante. Donc je n'ai pas d'échange de matière possible avec l'extérieur. Donc ça peut déjà pas être un système ouvert. Mais ça peut être un système isolé ou fermé parce que pas d'échange de matière pour l'un comme pour l'autre. Maintenant, est-ce qu'il est plutôt isolé ou plutôt fermé? Bah, est-ce qu'il y a un échange d'énergie entre l'air contenu dans la bouée et l'extérieur? Bah, imaginez simplement que cette bouée, vous la mettez au soleil. Bah, l'air contenu dans la bouée, sa température va augmenter, ce qui traduit le fait que l'air contenu dans la bouée a reçu de l'énergie de la part du soleil. Donc, échange d'énergie possible. Le soleil a fourni, le soleil c'est l'extérieur, a fourni de l'énergie à l'air contenu dans la bouée. Donc, échange d'énergie possible, mais pas d'échange de matière, donc système que je vais qualifier comme étant fermé. Maintenant, je prends un thermos de café qui contient du café et évidemment de l'air, puisqu'on remplit rarement un thermos à ras-bord. On va étudier donc le café et l'air présent dans le thermos. On imagine que ce thermos est fermé et refermé sur lui-même, hein. Il y a le bouchon qui est vissé. Quelle est la surface de contrôle? C'est-à-dire qu'est-ce qui sépare le café et l'air le café et l'air présent dans le thermos de l'extérieur? Eh bien, c'est simplement les parois du thermos, évidemment. Maintenant, est-ce que le café et l'air dans le thermos euh, peuvent échanger de la matière et est-ce qu'ils peuvent échanger de l'énergie avec l'extérieur? Alors, pareil, si le thermos n'est pas cassé, n'est pas fissuré, bah, le café et l'air dans le thermos vont rester dans le thermos. Je ne vais pas avoir de perte de matière ni de gain de matière. Donc, le système, je peux considérer qu'il n'échangera pas de matière avec l'extérieur. Donc là encore, je suis soit sur un système isolé ou sur un système fermé, pas ouvert en tout cas. Et enfin, est-ce que l'air et le café dans le thermos vont pouvoir échanger de l'énergie avec l'extérieur? Bah, c'est tout le concept même du thermos, c'est que le café reste à la température à laquelle vous l'avez introduite pour le conserver toute la journée à cette température. Donc si le thermos est parfait, donc idéal, je n'aurai pas d'échange d'énergie avec l'extérieur. Donc je suis dans une situation où je peux considérer le thermos comme étant donc un système isolé. En réalité, vous êtes bien conscient que si le thermos, vous mettez du café dedans et que vous revenez dans 5 jours, eh bien, le café, il sera plus à la température à laquelle vous l'avez mis à l'extérieur, ce qui traduit qu'il y a un échange d'énergie qui aura eu lieu entre le café et l'extérieur
Et donc là, je pourrais plutôt considérer le thermos comme étant fermé. Mais si notre thermos est idéal, on va dire qu'il est isolé. Enfin, prenons un autre exemple, un bol d'eau chaude. Donc on va étudier l'eau, par exemple, qui est contenue dans le bol. La surface de contrôle, alors là c'est une double surface, on va devoir distinguer donc la surface qui sépare l'eau de l'air extérieur et on va comparer ça donc, on va aussi utiliser une autre surface pour délimiter l'eau de l'extérieur. On va se baser évidemment sur la surface qu'il y a entre l'eau et le bol. Donc si vous reliez donc les surfaces du bol et la surface qui sépare l'eau de l'air, ça vous fait une surface fermée qu'on appelle donc la surface de contrôle. Maintenant, est-ce que cette eau contenue dans le bol constitue un système isolé, fermé ou ouvert? Bah, si j'ai pris, vous voyez, un bol d'eau chaude, pour qu'on voit bien qu'est-ce qu'on voit au-dessus d'un bol d'eau chaude, on voit des volutes, de la vapeur d'eau qui s'échappe et qui ne reste donc pas. Donc, c'est de l'eau qui ne reste pas dans le bol d'eau. Et donc, ce qu'on va constater, c'est qu'il y a un échange de matière entre l'eau contenue dans le bol et l'extérieur. L'eau ne va pas rester dans le bol, elle va vouloir s'évaporer et envahir la pièce ambiante, la pièce qui est autour. Donc, j'ai un échange de matière avec l'extérieur. Donc, je suis sur un système ouvert euh, et effectivement, j'ai aussi un échange d'énergie d'ailleurs, puisque la température de l'eau ne va pas rester à la température initiale. Au bout d'un moment, elle va arriver à la température ambiante, ce qui traduit bien que j'ai eu un échange d'énergie avec l'extérieur. Donc, je suis sur un système ouvert. L'eau contenue dans le bol, eh bien, échange de l'énergie et de la matière avec l'extérieur. Autre point qu'il est important de savoir aussi en thermodynamique, ce sont les différentes échelles d'observation qu'on peut utiliser. Alors, l'échelle macroscopique, c'est l'échelle la plus simple. Je vais imaginer une pièce, la salle de classe par exemple, une pièce dans laquelle les molécules ne sont pas réparties de manière uniforme. Bon, voilà, il s'est passé quelque chose et les molécules ne sont pas réparties de façon uniforme. Elles sont plus concentrées à droite qu'à gauche. L'échelle macroscopique, c'est quoi? C'est finalement l'échelle observable à l'œil nu. J'ai marqué au-delà du millimètre. Donc, c'est une grande échelle, évidemment. Donc, ce serait, par exemple, si je prends l'échelle, bah, la taille de la salle de classe. Voilà, je prends carrément toute la salle de classe pour faire l'étude. Pourquoi est-ce que cette échelle n'est pas toujours adaptée? Bah, parce que les grandeurs qu'on va calculer ne seront pas forcément représentatives du système. Là, le système qu'on étudie, c'est l'air qui est présent dans la salle de classe, mais l'air qui n'est pas réparti de façon homogène. Si je calcule la masse volumique de l'air en prenant l'ensemble ici orange, ce grand volume macroscopique, eh bien, je vais obtenir une masse volumique moyenne. Je vais calculer la masse d'air en prenant la masse de toutes mes molécules d'air. Je divise par le volume orange. Ça va me donner une masse volumique, mais une masse volumique moyenne pour la salle de classe qui n'est pas représentatif finalement de la répartition inhomogène de mes molécules d'air. Si j'avais pu calculer sur des volumes plus petits, vous voyez, sur ce volume-là, dans ce volume-là, j'ai moins de molécules que dans ce volume-là qui pourtant est le même, et donc j'aurai une masse volumique à gauche qui est en fait plus faible qu'à droite. Donc le problème de l'échelle macroscopique, si on prend une échelle qui est trop grande, c'est que on ne va pas rendre compte de l'inhomogénéité, par exemple, dans cette situation. Donc, ça va donner des valeurs moyennes sur les grandeurs qu'on va calculer, et donc, c'est pas forcément représentatif. Alors, on peut aller dans le cas extrême et passer à une échelle microscopique, c'est-à-dire une échelle qui est à la taille des particules, donc des atomes, des molécules. Donc, j'ai mis en termes de distance caractéristique, bah, c'est la distance de l'atome ou de la molécule. L'atome, c'était la centaine de picomètres, donc la molécule, on peut dire le nanomètre. Donc, une échelle qui est toute petite. Elle, pourquoi est-ce que cette échelle n'est pas non plus spécialement adaptée? Bah, si je m'amuse à faire la même chose, c'est-à-dire à calculer la masse volumique sur cette petite échelle bleue ici, donc sur un tout petit volume. Là encore, c'est trop grand, vous voyez, il faudrait faire un volume qui est encore plus petit. Eh bien, vous voyez, dans ce petit carré bleu qui est à gauche, je vais pouvoir calculer une masse volumique puisqu'il y a une molécule qui est présente. Mais si je me déplace un petit peu à droite, eh bien, dans le petit volume bleu qui est à droite, je n'ai plus de molécules. Donc, je n'ai plus de masse volumique calculable. J'aurai une masse volumique nulle. Donc, c'est pas spécialement non plus représentatif et ça n'a pas forcément de sens physiquement que de passer d'une masse volumique non nulle à tout de suite à côté à une masse volumique nulle. Donc, échelle qui n'est pas non plus spécialement adaptée. A contrario, j'ai une échelle intermédiaire qu'on va appeler l'échelle mésoscopique.
qui, elle, va finalement être bien plus adaptée. Donc c'est une échelle intermédiaire entre les deux précédentes, donc ni trop grande ni trop petite. Donc je suis sur un domaine intermédiaire, c'est-à-dire je suis grand par rapport à l'échelle microscopique qui était en bleu, mais je suis plus petit que l'échelle macroscopique qui était orange. Donc, vous voyez, c'est ce petit carré vert qui est ici. Dans ce volume vert, vous voyez, je n'ai pas le problème que j'avais pour l'échelle microscopique. Là, ce petit carré vert, j'aurais beau le déplacer, ce petit volume vert, j'ai beau le déplacer à droite, en haut, à gauche, peu importe où que je me mette finalement dans l'ensemble de mon système, je vais pouvoir calculer une masse volumique. Il y aura toujours des particules dedans, et donc je vais pouvoir calculer une masse volumique, ce que je ne pouvais pas faire pour l'échelle microscopique. Donc ça résout le problème de l'échelle microscopique qui finalement n'était pas bonne parce que je passais d'une valeur nulle à une valeur non nulle. Là, j'obtiendrai toujours des valeurs calculables. Et ça résout également le problème de l'échelle macroscopique, parce que l'échelle macroscopique, ça donnait une moyenne et ça ne rendait pas compte de l'inhomogénéité de la répartition des molécules. Là, cette fois-ci, ce petit volume vert, si je le déplace ici, ou si je le mets ici, ou si je le mets ici, ou ici, à chaque fois, je vais pouvoir calculer quelque chose. Et en plus, je vais avoir quelque chose de différent. Et ici, quand je le mettrai à gauche, ce petit volume vert, là, je n'ai que 3 ou 4 molécules présentes. Là, j'en ai 6 ou 7. Là, j'en ai 7 ou 8. Ça va bien rendre compte de l'inhomogénéité de la répartition des molécules de gaz dans l'ensemble du système. Donc l'échelle mésoscopique sera souvent plus adaptée pour décrire le système. Donc voilà, que vous ayez en tête ces trois échelles, la grande échelle, l'échelle macroscopique, pas adaptée parce que ça donne des valeurs moyennes, l'échelle microscopique, trop petite, pas adaptée parce qu'on ne peut pas toujours calculer les grandeurs physiques, et l'échelle verte, qui elle par contre est adaptée, l'échelle mésoscopique, parce que on peut calculer à chaque fois des valeurs et ça rend compte de l'inhomogénéité sans passer par des valeurs moyennes.